Nous allons maintenant, parler logistique, et nous intéresser au rôle que peut jouer le fleuve, en matière de logistique, urbaine et plus générale. Alors pour ça, je vais me tourner, vers Émilie Mallet, qui est chef de projet logistique urbaine chez Aropa. Bonjour Émilie. Et Dominique Ritz, directeur territorial du bassin de la Seine chez Voies navigables de France. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour. Alors, Émilie, la logistique fluviale urbaine commence, à s'installer. On en a entendu parler, tout à l'heure d'ailleurs. Concrètement, de quoi parle-t-on? Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? On a entendu parler de Franprix, mais, il y en a beaucoup d'autres. Oui, bonjour à tous. Donc, quand on parle de logistique fluviale urbaine, on parle en fait, d'utiliser le fleuve et donc son réseau de ports, hein, pour faire circuler des flux de marchandises qui entrent ou qui sortent de la zone urbaine dense d'une agglomération. Donc pour bien comprendre, en fait, je voudrais quand même rappeler que le réseau des ports, c'est un outil, hein, qui va permettre de canaliser, de structurer la logistique de distribution de l'Île-de-France de façon à la fois efficace et en plus respectueuse de l'environnement. Quand on parle du réseau de ports, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont de grandes plateformes multimodales, notamment Gennevilliers ou encore Bonneuil-sur-Marne, qui sont elles-mêmes reliées aux grandes liaisons internationales via les connexions régulières qu'elles ont avec les grands ports maritimes de Rouen et du Havre, bien sûr, mais également une série de petits ports plus urbains qui sont situés en zone urbaine plus ou moins dense. Et c'est bien l'ensemble de ce réseau qui lui permet d'être efficace et donc d'être utilisé par de nombreuses filières. Parce que la logistique fluviale urbaine, ça concerne toutes les marchandises. On a bien de la logistique fluviale urbaine des produits du BTP, avec des magasins d'approvisionnement en matériaux de construction qui sont implantés sur les ports dans Paris et qui sont approvisionnés par bateau avec des marchandises qui ont navigué depuis les plateformes multimodales, que ce soit Gennevilliers ou Bonneuil-sur-Marne, sous forme de palettes, de sacs ou encore de big bags. On a aussi de la logistique fluviale urbaine des produits valorisables, ce qu'on appelle plus communément les déchets, notamment les déblais de chantier qui sont chargés en vrac sur les ports urbains dans Paris pour être transportés vers les centres de traitement qui sont situés sur les plateformes multimodales à l'amont ou à l'aval. On a encore des exemples avec les déchets des particuliers, notamment avec les déchetteries fluviales qui fonctionnent avec des bateaux mobiles qui sont équipés de grues et de bacs de collecte et qui font la tournée des points de collecte éphémères qu'on peut installer sur les différents ports. On a aussi la logistique fluviale urbaine des produits à plus forte valeur ajoutée, comme ceux de l'enseigne Franprix, qui depuis 2012 navigue en caisse mobile depuis l'entrepôt de Bonneuil-sur-Marne jusqu'au cœur de Paris, hein, au pied de la Tour Eiffel, et puis qui sont ensuite repris par des camions qui roulent au gaz et puis qui desservent les 300 magasins à peu près de l'agglomération parisienne. Et puis, depuis quelques temps, quand on parle de logistique fluviale urbaine, on voit de nouveaux acteurs, notamment du e-commerce et puis de la messagerie qui commencent à s'intéresser au fluvial. On a bien vu notamment l'exemple de Ikea, hein, qui vient s'installer dans un entrepôt de 50 000 mètres carrés à étage sur le port de Gennevilliers pour le développement de sa nouvelle offre e-commerce sur Paris. On a également d'autres enseignes qui s'intéressent au fluvial. Et pourquoi principalement? Parce que le transport fluvial, ça permet de rentrer dans la zone dense de l'agglomération sans le souci de la congestion automobile. Et ça, c'est possible dès lors qu'on a organisé la chaîne logistique pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut disposer d'un entrepôt sur un port qui permet de charger facilement un bateau, comme le bateau entrepôt, type Fludis, ou alors un ponton autodéchargeant, du type du Zoulou. Le bateau, lui, il peut rentrer dans la partie plus dense de l'agglomération et décharger sur un des quais de port de Paris, soit une camionnette électrique, soit un triporteur électrique, ou encore une caisse mobile qui peut elle-même être chargée sur un triporteur qui va pouvoir faire le dernier kilomètre jusqu'au client. Un dernier kilomètre, puis du coup, est réduit à son maximum puisque grâce au réseau de ports qui traverse Paris en son cœur, on peut s'approcher au plus près du client. Donc aujourd'hui, on peut dire en 2020 qu'on a différentes enseignes qui déjà du e-commerce ou de la messagerie qui ont testé le fluvial, hein, malgré les grèves du début d'année, malgré les problèmes liés à la pandémie, avec des expérimentations qui ont été plus ou moins longues. On a même des territoires qui reconduisent tous les ans des expérimentations, comme le territoire des Deux Rives, qui est le territoire qui regroupe les quartiers qui sont situés bord à voie d'eau des 12e et 13e arrondissements de Paris,
et qui propose depuis 2 ans maintenant une déchetterie fluviale sur 2 jours pour les entreprises du quartier et qui travaille maintenant à la pérennisation du modèle pour une utilisation toute l'année. Donc, je suis Heu, certaine qu'en peut 2021, on aura beaucoup d'acteurs qui vont pouvoir passer à l'acte. Alors, peut-être un peu plus largement, Dominique Ritz, si vous remettez votre micro, heu, qu'est-ce qu'on peut dire du développement de la logistique fluviale? Et est-ce que le Covid-19 a changé la donne dans ce développement? Alors peut-être qu'on ne voit pas encore tous les effets, hein, mais est-ce qu'avec le Covid-19, on peut penser que ça va accélérer? Alors, bonjour à tous d'abord, merci de m'accueillir dans votre colloque de la Seine en partage, ce colloque en distanciel, mais tout à fait intéressant. Alors, on observe aujourd'hui un regain d'intérêt pour le fluvial. Et j'allais dire ce que vient de nous présenter Émilie concernant la logistique fluviale urbaine est une des illustrations de ce regain d'intérêt que l'on observe. Alors, je parle de regain d'intérêt parce que peut-être que les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, mais il y a 40 ou 50 ans, la voie d'eau et la Seine en particulier assuraient une partie considérable du transport de marchandises en France, en tout cas bien plus considérable que ce qu'elle est aujourd'hui. Sur la Seine, on a transporté jusqu'à 60 millions de tonnes. Aujourd'hui, on est à 20 millions de tonnes. Alors, heureusement, depuis quelques années, on observe une croissance. Entre 2017 et 2019, on a pu observer une croissance de 15% des trafics, ce qui est quand même assez considérable. Mais on voit qu'on a encore de la marge de progrès pour revenir à ce que l'on a pu connaître il y a finalement pas si longtemps que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce regain d'intérêt, il concerne la voie d'eau, évidemment, dans ses utilisations traditionnelles. C'est le transport de vrac pondéreux sur moyenne et sur longue distance. Mais il concerne aussi de nouvelles utilisations qui, jusqu'à présent, en tout cas, étaient absentes de la voie d'eau. Il y a la logistique urbaine, on vient d'en parler à l'instant, et on a vu toutes ces facettes de la logistique urbaine, et c'est extraordinaire, c'est une forme de révolution d'une certaine façon. Mais on a aussi l'émergence d'autres trafics qui s'intéressent à la voie d'eau. On peut mentionner les chantiers du bâtiment. Jusqu'à présent, on était surtout sur des chantiers des travaux publics sur la voie d'eau. On a les chantiers du bâtiment qui commencent à s'intéresser à la voie d'eau, notamment autour de la filière bois, sur du transport de charpente, du transport d'éléments préfabriqués. On a aussi des filières comme les colis lourds qui, jusqu'à présent, étaient un petit peu réservés, colis exceptionnels, qui étaient un petit peu réservés à la route et qui, là aussi, s'intéressent à ce que permet la voie d'eau. Alors, ce regain d'intérêt, et j'en suis, moi, un petit peu désolé en tant que directeur à Voies navigables de France, c'est pas encore une explosion de la demande. Bon, alors donc, je vais le regretter un petit peu, mais alors, malgré tout, je ressens, et je pense que je ne suis pas le seul à le ressentir, une sensibilité naissante et de fond pour la voie d'eau chez de nombreux d'acteurs économiques qui essayent de réduire leur empreinte environnementale, mais tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience. Alors, encore une fois, elle est à mon avis encore un peu trop timide, mais que la voie d'eau, et ici, pour ce qui nous intéresse, la Seine, peut jouer un rôle en termes de réduction de l'empreinte environnementale, car c'est un mode de transport qui est particulièrement performant, à la fois au plan économique, il est extrêmement compétitif, il est d'une extrême fiabilité, et au plan environnemental. Ça s'inscrit dans les tendances de développement durable qu'on voit s'imposer, et aux entreprises et à la société en général? Je sais pas, Dominique ou Émilie, si vous voulez, c'est ça Non, que vous me dites? je voulais, si vous voulez bien, Cécile, je voulais réagir sur le Covid parce que vous ne m'avez pas laissé tout à fait terminer. Tout à fait, pardon. J'ai fait une petite respiration parce que le sujet Covid n'était pas tout à fait, s'enchaînait pas Non, mais je voudrais immédiatement après avec ce que je disais sur l'impression générale sur ce développement général que l'on observe aujourd'hui de la voie d'eau, encore timide, mais bien il y a une sûr. dynamique. S'agissant du Covid, alors effectivement, vous l'avez dit, il est un petit peu trop tôt pour se prononcer aujourd'hui, et on ne sait pas, bien malin qui peut dire quelle sera la place du transport fluvial, mais du transport ferroviaire, du transport routier dans le monde d'après. Enfin, s'il y a un monde d'après d'ailleurs.
Alors, ceci étant, et après avoir dit ça, ce que l'on peut constater d'ores et déjà aujourd'hui, c'est que la voie d'eau a montré une extrême grande résilience dans le cadre de cette crise sanitaire. Et ça s'explique sans doute, je pense, en tout cas, une partie de l'explication se trouve peut-être dans le fait que quand vous transportez 5000 tonnes, vous transportez ces 5000 tonnes avec un équipage de 3 à 6 personnes. Si vous voulez transporter ces 5000 tonnes avec des camions, il va vous falloir plus de 250 chauffeurs. Vous voyez bien qu'en dans une pandémie, c'est beaucoup plus facile de trouver 6 personnes, c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus résilient que de mobiliser 250 chauffeurs. Dans tous les cas, ce que l'on constate en 2020, et ce malgré les effets de cette pandémie qui a, au cours du deuxième trimestre de l'année, quand même interrompu une grande partie de notre activité économique, c'est qu'on a d'excellents trafics pour l'année 2020 sur le fluvial. Ils seront meilleurs que ceux que nous avons connus en 2018 et nous espérons, alors je ne sais pas si on l'atteindra, mais ça va dépendre de ce qui se passe, notamment au mois de décembre, mais on ne devrait pas être très loin des chiffres en termes de trafic que l'on a connus en 2019. Et 2019 était une année déjà exceptionnelle qu'on n'avait pas connue depuis, avec des niveaux de trafic qu'on n'avait pas connus depuis très très longtemps, au moins depuis 2012. Alors, et donc, pardon. Je vous laisse continuer après votre respiration, mais j'ai plein de questions. Je vous écoute. Non, alors vous vouliez savoir, enfin, je comprends que votre question après, c'était est-ce que la voie d'eau présente enfin, quels sont les atouts finalement de la voie d'eau par rapport alors, les atouts, et puis je voulais parler, mais en fait, vous en avez parlé de l'importance dans cette dynamique de développement durable, et ça, je pense que vous l'avez bien expliqué. Alors, j'allais un cran plus loin. Quand vous parlez de ce développement, on retrouve là déjà en 2020 des volumes de 2019, ça paraît fou. Ça fait comme de nombreuses années qu'on dit que ça va se développer, que c'est en train de se développer, que ça continue de se développer. Quels sont encore les points de blocage? Qu'est-ce qui fait que on pourrait aller plus vite? L'un et l'autre, je ne sais pas, Émilie aussi, vous avez… Alors moi, je peux dire quelque chose, mais j'ai beaucoup parlé, alors je vais laisser Émilie s'exprimer. Moi, je pense que pour aller plus loin, maintenant, il va falloir regarder quand même objectivement la performance environnementale du transport fluvial, même si on sait bien sûr qu'elle est quand même plus performante que le routier. Il va quand même falloir maintenant s'adapter aux nouvelles normes environnementales pour anticiper et justement maintenir un peu cet avantage concurrentiel, même si la voie d'eau le transport fluvial reste toujours plus performant que le routier. Alors, c'est vrai que là-dessus, on est en pleine évolution pour intégrer des nouvelles sources d'énergie alternative, que ce soit le GNC, le GNL ou même l'hydrogène. Mais du coup, pour accompagner cette transition, il va quand même falloir faire tout un travail pour déployer les infrastructures de recharge. Et ça va être une problématique importante pour les territoires. Et puis également, toute la problématique d'adaptation de la réglementation par rapport au fait de naviguer avec de nouvelles énergies, sachant qu'à l'heure actuelle, il est toujours interdit de naviguer sur la Seine avec de l'hydrogène. Dominique, oui, alors un point de blocage selon vous ? Moi, je serais, comment dirais-je, plus allant. Alors, c'est peut-être un tropisme lié à mes fonctions pour le fluvial, parce que d'ores et déjà, je suis intimement convaincu que le recours à la voie d'eau est un quick win pour notre société. En moyenne, aujourd'hui, et donc avec le parc, j'allais dire, navigable que nous avons, et qui n'est pas nécessairement le plus brillant, on estime qu'un bateau à la 30 transporté, c'est quand même 5 fois moins de CO2 que la route. C'est quand même donc considérable. Et je ne parle pas des particules fines, et parce que généralement, quand on s'intéresse aux particules fines, on parle beaucoup des particules fines émises par les moteurs, mais on oublie de dire que dans le transport, 50%, quasiment 50% des particules fines sont émises non pas par les moteurs, mais par le contact roue-chaussée et par l'usure des freins, l'usure des plaquettes. Quand vous êtes sur un bateau, vous n'avez pas de roue et vous n'avez pas de plaquettes à user. Donc vous n'émettez pas ces particules fines. Et les bateaux, et là, Émilie vient de le dire, les bateaux, ils continuent à progresser. On a des professionnels qui s'engagent résolument dans cette transition énergétique parce qu'ils ont bien conscience que
il faut aussi progresser, même si on est déjà très bon. Il faut progresser, il faut être meilleur, s'il n'y a pas de doute. Et, et les professionnels, vraiment, aujourd'hui, travaillent pour améliorer leur bateau avec le soutien de Voies navigables de France, bien sûr, d'Aropa Port de Paris, de l'Agence d'économie d'énergie, de la Banque des territoires, des régions. Il y a aujourd'hui un contexte qui se crée et qui va permettre, moi, vraiment, je suis très, très confiant, dans les prochaines années, d'avoir une véritable amélioration de la transition énergétique des bateaux. Mais encore une fois, nous avons un mode de transport qui, d'ores et déjà, est extrêmement performant au plan environnemental. Je voudrais compléter. Oui, Oui, bien pour sûr, avoir Émilie. un exemple plus parlant, on peut parler par exemple de la performance environnementale de la chaîne logistique de Franprix, puisque comme elle est en place depuis longtemps, on a des éléments un peu de retour d'expérience qui donnent des chiffres concrets. On sait par exemple que 45 caisses mobiles qui sont transportées par jour par le fleuve, ça permet d'économiser quand même 450 000 km routiers par an, ce qui est l'équivalent de 13 000 tours de périphérique parisien. Et ça représente 38 000 camions en moins sur les routes et 250 tonnes de CO2 économisées par an. Donc ça, c'est quand même des exemples qui sont assez parlants et donc qui montrent bien en fait que le transport fluvial, bien sûr, il a une performance environnementale à développer, mais c'est l'ensemble de la chaîne logistique en fait qui doit développer sa performance environnementale. On voit bien que le transport fluvial, c'est déjà un atout de par son mode de transport lui-même et par l'organisation des chaînes logistiques qui permet. C'est aussi un atout et c'est ce qui me permet d'enchaîner sur quelque chose que je trouvais très important dans la logistique fluviale urbaine, c'est que ça permet une mixité des usages. On est sur une logistique, par exemple, quand on regarde celle de Franprix, qui est parfaitement intégrée dans le tissu urbain, dans le sens où, en dehors des plages d'activité du terminal, on a un port qui est rendu à la circulation piétonne. Il n'y a pas de coupure dans le cheminement piéton. Donc, ça crée une mixité des usages entre l'activité industrielle et le loisir, qui va participer à l'acceptabilité de la logistique fluviale urbaine, au même titre que les mises en lumière des centrales à béton ou encore les aménagements paysagers qui peuvent être faits sur les quais ou sur les différentes plateformes. Donc, je pense que couplé à la vraie performance, à la performance intrinsèque du transport fluvial environnemental, on voit bien que ça a quand même des atouts qui vont ne faire que monter en puissance et être également des atouts vraiment puissants pour le territoire et le développement de la performance environnementale. Merci beaucoup à tous les deux. On va arriver au terme de cette table ronde et même de cet après-midi. Alors peut-être vraiment un mot très très rapide de conclusion, sachant que ça va être le dernier mot de la journée ou presque. Qu'est-ce que vous souhaitez dire très rapidement aux responsables des collectivités, si vous aviez un petit message à leur faire passer? Dominique? Alors moi, si j'ai un message à faire passer, c'est intéressez-vous au transport fluvial, intéressez-vous à lui au-delà de sa seule capacité à permettre des activités récréatives, de loisirs et de promenade. La voie d'eau, et Émilie vient de le dire, ça permet de marier de multiples usages, et notamment de loisirs et d'usages économiques, et c'est d'ailleurs toute la force de la voie d'eau. On a plaisir à se promener au bord de la voie d'eau et à voir passer des bateaux. On a moins de plaisir à se promener au bord d'une autoroute. Enfin, certains le font, mais à mon avis, c'est plus compliqué. Et donc, nous avons cette force-là. Enfin, c'est vraiment un atout. Malgré tout, il faut être vigilant parce qu'il y a des enjeux qui sont malgré tout déséquilibrés. Le transport fluvial, il ne fonctionne que sur la voie d'eau. Et donc, si la voie d'eau n'est pas là, on ne peut plus faire fonctionner le transport fluvial. Et donc, voilà, il ne faudrait pas que les activités récréatives et les sujets de paysager, les sujets d'urbanisme chassent l'usage économique de la voie d'eau. Voilà le message que je voudrais faire passer. Émilie, un mot de conclusion? Ouais, du coup, en complément, la voie d'eau, c'est vraiment un atout pour les territoires, que ce soit pour réduire l'empreinte de l'activité industrielle, de la logistique, de l'industrie en réduisant le maillot routier et en même temps, comme Dominique le disait, améliorer la qualité de vie des habitants. Donc, quelque chose qui est très, très important, moi, je pense, c'est conserver des espaces logistiques bord à voie d'eau, conserver des accès de qualité au port, notamment routiers, même si c'est juste pour faire rouler des triporteurs, il nous faut des accès routiers de qualité. Et en même temps, pour un territoire, adopter une politique prescriptive sur le recours au fleuve pour tout ce qui concerne les problématiques d'aménagement et de gestion de flux des marchandises sur le territoire.